Bonsoir, alors on est Juliette Goaffon à ma droite et Charles Beauté du studio Ultragramme. Donc on va essayer de vous présenter en 1 heure notre travail de manière assez concise. Et c'est pas facile parce qu'en fait on a une activité assez morcelée. Là on a été présenté comme le studio Ultragramme, mais on va vous expliquer qu'on a plusieurs structures, microstructures, qu'on a fondées à différents moments depuis 8 ans à peu près, 7 ans qu'on travaille ensemble. Et du coup, pour pouvoir présenter tout ça et un peu être dans le jus de la manière dont on travaille, on a décidé de montrer tout ça sous forme d'un abécédaire qui va mélanger du coup certains de nos projets en tant que graphiste, comme designer graphique, et en tant qu'artiste plasticien. C'est notre deuxième activité. Et donc on essaye de travailler à peu près 50-50 en termes de temps entre les deux. Donc en fait, dans notre présentation, on va essayer de vous expliquer comment on passe de remplir un aquarium à la seringue, ça prend à peu près 3h30, apprendre à travailler de n'importe où pour pouvoir être mobile. Donc l'abécédaire va commencer par le mot aquarium. Alors, on commence pas par un travail de design graphique, mais par une pièce qu'on a créée. Alors c'est une pièce qui s'appelle Sandy Island. Sandy Island, c'est une île qui était recensée sur toutes les cartes existantes, y compris sur Google Maps. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. Entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Et cette île, personne n'avait jamais vraiment vue depuis sa découverte. Donc il y a 1 an et demi, des scientifiques australiens ont décidé d'aller voir ce qui se passait sur place et à quoi ressemblait cette île, parce qu'ils la voyaient sur les cartes satellites de Google Maps. Et en arrivant sur place, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument rien, que c'était une fosse sous-marine. Et ils ont compris petit à petit que c'était une erreur de cartographie qui avait été répétée depuis 1776. Un des premiers explorateurs de la région a cru voir une île et l'avait dessinée. Et depuis, en fait, cette île n'avait jamais été remise en question. Et même sur Google Earth, on pouvait la voir en ayant l'impression qu'elle est vraie, parce que Google Earth, on a l'impression que c'est des images satellites. Mais en fait, ces images sont corrigées par rapport au tracé des cartes qu'on connaît. Donc là où ils pensent qu'il y a de la Terre, ils mettent un motif de terre même si c'est pas présent sur les images satellites. Donc on a décidé de créer cette pièce par rapport à cette histoire. Et c'est donc une île transparente dans un aquarium qui disparaît au fur et à mesure de son exposition. Donc là c'est le moment où on dépose l'île. Donc là c'est une autre vue. Ici, on peut voir un brouillard qui se forme autour de l'île. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps de l'exposition, elle disparaît complètement. C'est pour ça qu'on a créé à côté des souvenirs de Sandy Island, des souvenirs comme des souvenirs touristiques qu'on aurait pu acheter à l'aéroport de Sandy Island, pour pouvoir se rappeler de l'œuvre une fois qu'elle a disparu. Ensuite, B comme béton salon. Cette fois, c'est un travail de graphie qui est vraiment récent, parce qu'on vient juste de recevoir nos exemplaires. Béton Salon, c'est un centre d'art à Paris, peut-être que vous connaissez. Et en ce moment, ils viennent de commencer une exposition qui s'appelle Coworkers, Beyond Disaster. Et tu veux peut-être en parler un peu de l'exposition ? Oui, donc c'est une exposition qui est faite en partenariat avec le Musée d'Art Moderne sur les nouvelles façons de travailler, les progrès technologiques. Et à Béton Salon, ils ont axé l'exposition sur l'impact des progrès technologiques sur le monde et l'environnement. C'est pour ça que ça s'appelle Beyond Disaster. L'idée, c'est de montrer comment les progrès technologiques ont influencé sur l'environnement pour en faire quelque chose qui dépasse l'homme. Donc on parle de séisme, de pollution, des abeilles qui disparaissent, etc.
Et il voulait un objet un peu déconstruit qui mélange à la fois le réel et le virtuel. Donc, elle nous avait fourni des images de fumée, de volcans, d'abeilles, etc. Et l'idée, c'était qu'on fasse quelque chose à partir de ça, sachant que c'est un centre d'art qui a déjà une esthétique qui est assez sèche. Elles avaient déjà produit des publications pour les précédentes expositions qui étaient un peu sur le modèle de publications universitaires, à savoir des textes très denses. Donc elles voulaient quand même garder cet aspect-là. Du coup, on est parti sur un objet vraiment hybride entre la revue universitaire et quelque chose de plus post-apocalyptique, on va dire, avec des images qu'on a créées. Ça, par exemple, c'est à la base, c'était une image de ruche. Et on a utilisé un algorithme à partir de détails de l'image qui mélange et qui reconstruit les parties manquantes. Donc on a un objet qui est assez proche de la science-fiction, de l'univers de la science-fiction. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On a voulu donner à cet objet des marges vraiment très fines pour que le texte soit accentué, cet effet très condensé du contenu. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu le défaut qu'on... C'est bon. Le défaut qu'on reprochait à toutes leurs publications, ce qu'elles mettaient en page elles-mêmes, les directrices du centre, d'être hyper dense. Et en discutant avec elles, on s'est rendu compte qu'elles aimaient cet aspect dense, mais qu'il fallait juste le canaliser et créer quelque chose de dense mais lisible, et de dense mais vraiment maîtrisé. Et donc c'est une publication français-anglais, et la partie anglaise est le négatif de la partie française. Donc ça c'est pour Béton Savant. Ensuite c'est Knapp. Peut-être que vous avez déjà vu ce travail. On a été contacté en novembre dernier par Véronique Marié du Centre national des arts plastiques. Elle voulait voir notre travail parce que elle rencontrait plusieurs studios de graphisme pour savoir qui allait s'occuper du numéro de Graphisme en France 2015 sur la direction artistique de presse et de magazine. Donc après discussion avec elle, elle nous a choisis parce que de par notre double activité, en fait, à la fois graphiste et artiste, et du coup on a travaillé avec elle sur ce projet assez intense. Je vais vous montrer quelques images si vous voulez. On commence par la fin, c'est le calage. Très logique. Donc Graphisme en France, sur la direction artistique, on a voulu créer un objet qui mélange et qui fasse se rencontrer différentes pratiques de la direction artistique et jouer vraiment avec l'objet magazine. Qu'est-ce que c'est un objet magazine? Et forcément c'est une définition multiple. Donc on a voulu travailler avec l'aspect matériel de différents types de magazines en créant tout au long une sorte de parcours. Ça veut dire que le magazine commence en étant imprimé en trichromie, donc 3 couleurs. J'ai peut-être un détail ici. Pour permettre en fait d'imprimer des couleurs beaucoup plus intéressantes qu'uniquement en quadri. Parce qu'il faut savoir qu'au début de la création des magazines, c'était presque tout le temps imprimé soit en noir et blanc, soit en bichromie ou en trichromie. Et ça donnait des couleurs qu'on retrouve très peu maintenant dans la presse actuelle. Et on voulait retrouver cet aspect notamment des rouges ou des bleus très profonds de ces magazines. Donc là, c'est la première partie de la revue, c'est un texte de Pierre Ponant sur l'histoire des magazines en France. Ensuite, petit à petit, on passe de la trichromie à la quadrichromie et à un papier beaucoup plus glacé pour parler un peu de l'état de la direction artistique dans le monde, en jouant vraiment sur les codes des magazines de mode. Donc là, c'est une typographie de production type, c'est la Trianon, qu'on a eu la chance de pouvoir utiliser avant sa sortie. Et tout au long de cette revue, on a joué aussi, un peu comme on a fait sur Béton Salon,
sur des images paramétriques. Parce que pour cet objet, c'était une solution assez pratique parce que le CNAP, ils sont très très à cheval sur les droits d'auteur, sur les copyrights, et ils ont raison parce qu'ils défendent la culture du design en France, et y compris sur le copyright américain qui est pourtant un peu plus libre. Et du coup, on ne pouvait pas tellement recadrer d'images ou faire des pleines pages. Et pour une revue sur la direction artistique, c'était un peu difficile de ne pas pouvoir écrire une pleine page. Donc on a décidé de générer des images à partir de celles présentes dans le magazine. Peut-être par rapport au graphisme en France précédent, on a pu se détacher d'un objet pour les graphistes en fait. Enfin, les graphismes en France précédent, je ne sais pas si vous les avez eu en main. Ils étaient plutôt sur des beaux papiers, il n'y avait pas beaucoup d'images, c'était des beaux objets. Et là, on a joué un peu plus la carte d'un objet versatile, voire incohérent, mais l'idée c'était d'être dans quelque chose de généreux. On a utilisé un papier très glacé alors que ça se faisait pas avant. Et l'idée c'était aussi d'avoir vraiment beaucoup d'images, de laisser une grande place à l'image. Ah oui, au niveau de la typo aussi, ça on n'en a pas parlé, on a utilisé 3 typographies. La Vigroom, l'Origine et la Trianon. Et donc en fait, le principe c'était d'intervertir les rôles des typos selon les articles. Donc selon les articles, elles étaient utilisées en titrage, en texte ou en exergue. Et d'un article à l'autre, on mélangeait les rôles. Voilà. Alors, D-dichroïque, ça c'est une intervention qui est en cours à la Gaîté Lyrique. Si vous y êtes déjà allé, vous voyez, ça c'est le hall d'accueil tel qu'il était jusqu'à maintenant. La Gaîté Lyrique, ouais, si vous ne connaissez pas, c'est le centre des cultures numériques à Paris. Donc c'est un lieu assez polyvalent où il y a des concerts, des expositions, un espace jeux vidéo. Et donc ils ont ce hall d'accueil qui était ouvert jusqu'à maintenant, et pour des raisons thermiques notamment, ils ont décidé de mettre des portes vitrées et des fenêtres vitrées en haut. Et ils nous ont demandé d'intervenir sur les vitrages pour éviter le rond rouge basique de sécurité. Donc ça s'anime pas. Ça c'est les portes du bas, c'est une maquette de notre proposition. L'idée c'est qu'on a repris les 3 ronds du logo de la Gaîté Lyrique et en fait on est sur des portes coulissantes, enfin automatiques, et on a travaillé avec des films. Tu peux relancer? On a travaillé avec des films dichroïques et des films imprimés noirs pour créer des jeux d'ellipses en fait. Quand les portes s'ouvrent et se ferment, c'est des films qui sont à moitié transparents, qui ont des reflets assez particuliers. C'est difficile à comprendre en photo parce que bon, ça en gros c'est les 3 couleurs là, c'est le même film, mais selon la position qu'on a, ils changent complètement de couleur, et il y a des moments où ils disparaissent complètement. Donc c'est vraiment un jeu de transparence, et on a à l'étage des dessins des faces de la lune en fait. Eldorado, alors ça c'est un projet de petite édition qu'on a fait pour les commissaires anonymes, qui est un collectif de commissariat d'exposition qu'on a créé quand on était à l'école avec 2 autres personnes qui ont continué dans le commissariat et avec qui on collabore régulièrement. Et elles ont écrit un essai l'année dernière sur l'Eldorado, sur les différentes typologies en fait, de l'Eldorado dans l'art contemporain. Et elle voulait qu'on édite ça, qu'on produise le livre. Donc
500 exemplaires, imprimés en riso chez Papier Machine, qui est une petite imprimerie riso dans les Alpes. Donc on est allé imprimer ça chez eux. Et c'est un livre un peu hybride entre un roman d'aventure, on va dire, et un livre ésotérique. C'est pas la Bible, mais on est parti de livres ésotériques. Et elles ont fait 10 aventures, en fait. C'est vraiment raconté sous forme de récit. Du coup, on a joué le jeu du roman. L'introduction est sous forme de journal de bord. Voilà. Je sais pas ce que tu veux dire. Pour nous, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est l'échelle et le fonctionnement aussi. Parce que c'est un projet qui a été possible grâce à une bourse suisse, je crois, à la BAC. Et les commissaires anonymes, les deux actuels, c'est des personnes qui aiment beaucoup faire les choses elles-mêmes et maîtriser la chaîne de production de A à Z. Et c'est pour ça qu'en fait on a décidé du type d'impression, c'est qu'on a ça nous a permis d'aller nous-mêmes aider à la fabrication des livres. Donc là c'est dans les Alpes, c'est une toute petite imprimerie riso. Et du coup une part du projet, c'était aussi de la fabrication, le tri des pages à la main, le massicotage, toutes ces étapes qu'on souvent en tant que graphiste en fait on maîtrise pas complètement. Et pour elle, c'était assez important d'avoir cette maîtrise de bout en bout, et pour nous, c'était assez intéressant aussi. Et du coup, on ne voit pas très bien, mais ça donne aussi des couleurs. Vous connaissez sûrement le type d'impression de la riso, mais en bichromie, ça peut donner des couleurs assez belles. C'est un orange fluo, donc... Je sais pas si ça va super vite. Faux ongles, ça c'est une petite pirouette. C'est pas un projet, non. C'est juste qu'on voulait parler d'internet et on a trouvé que cette entrée-là. Mais c'est qu'en fait on fait beaucoup de recherches sur internet, à la fois pour notre pratique de graphisme et surtout pour notre production artistique. Et Internet, ça nous intéresse particulièrement pour le nivellement des sources, qui est quelque chose qu'on assume et avec lequel on joue, c'est-à-dire qu'on a des références très diverses. Et on voit là c'est un exemple des recommandations Amazon en fait qu'on fait en ce moment de Bernard Stiegler et d'un Jim Ball. C'est pour montrer l'étendue un peu de ce qu'on peut chercher sur internet. Et c'est quelque chose qui peut avoir l'air anecdotique mais qui est assez important dans notre démarche. Le fait de mélanger les références savantes et les références les plus populaires, de tout absorber et puis de recracher ça sans comment dire, pas sans point de vue mais sans jugement, sans recul. Google Street View, c'est un projet d'édition qu'on a fait en 2012. C'est une série de cartes. En fait, on a relevé les passages de la Google Car en 2012 et on a fait 6 cartes qui montrent les passages des Google Cars. Donc ça montre le monde tel qu'il était visible sur Internet à ce moment-là. Il faut savoir que ces cartes sont uniquement dessinées par le passage des Google Cars. Il n'y a aucune bordure de continent qui est dessinée hors de ces passages-là, et des photographies présentes sur Google Maps. Donc c'est des photographies de touristes agrégées par Google. Et du coup, ça révèle une géographie du monde hyper intéressante et assez différente de celle qu'on connaît de prime abord. Donc là, par exemple, on peut voir que l'Italie a été explorée, en 2012, était explorée en moitié par les Google Cars et en moitié pas du tout.
Donc il y a des choses. L'Afrique disparaît complètement, il y a juste des photographies de touristes aux endroits autour du Nil par exemple, ou en Afrique du Sud. L'Asie c'est pareil, la Chine, il n'y a aucune nouvelle carte qui a été en Chine bizarrement. Par contre l'Australie, et c'est assez intéressant en regardant ces cartes, c'est à la fois une globalité géographique et on peut regarder, enfin il y a plein de petits détails vraiment intéressants. Par exemple si je remets l'Amérique du Nord, on peut voir que tout en haut en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont envoyé une nouvelle carte tout en haut de l'Alaska, donc c'est une route hyper droite où il y a la neige des deux côtés, il se passe absolument rien sur peut-être 2000 km. Donc ils ont envoyé un pauvre type juste pour dire qu'ils étaient allés en haut de l'Alaska, on le voit. Et du coup ça fait Enfin en faisant ces cartes, ça nous a fait découvrir des routes assez... et puis des anecdotes assez particulières. On va essayer d'arriver, si jamais arrivé à 7. High Fidelity, alors là c'est un projet de graphisme pour un label de musique qui a été créé l'année dernière. Et on a sélectionné ce projet pour vous en parler parce qu'il est assez révélateur aussi de notre façon de travailler. C'est que nous, ça ne nous intéresse pas de créer un logo fixe pour une entreprise qui va rester gravée dans le marbre et plus jamais bouger. On préfère vraiment travailler autour de systèmes graphiques, donc de choses qui peuvent vivre, évoluer en fonction des supports sur lesquels ils sont présents. Et là, c'était un bon exemple parce qu'on a vraiment créé quelque chose de modulaire. Et l'idée, c'était aussi, vu que c'était une toute jeune entreprise, de prévoir en fait son futur agrandissement et que cette identité puisse s'adapter si dans un an, elle ouvre une section en booking ou autre chose, et elle puisse hyper rapidement adapter son identité et rester cohérente. On a même poussé le détail jusqu'à changer la graisse des différents logos en fonction des types d'utilisation. Donc à gauche c'est plutôt papier, à droite c'est plutôt réseaux sociaux. Donc là c'est une petite image de la papeterie et la lettre. Alors là, I, difficile, I would prefer not to. C'est sur cette lettre on avait envie de parler aussi avant on travaillait en tant qu'indépendant, en tant que designer graphique depuis 6 ans. Et on a décidé de créer cette structure aussi pour avoir plus de force, Ultragram, et pour pouvoir dire non à des clients en fait, avec lesquels on sentait qu'on n'allait pas pouvoir faire du bon travail, à des clients avec qui on n'aurait pas pu discuter ou échanger vraiment. Par exemple, en tant qu'indépendant, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir rendez-vous avec un client et qui dessine un truc sur une feuille et qui nous dit bah, je veux ça exactement. Faites-le, si vous connaissez Illustrator, faites-le dans Illustrator. Généralement, c'est une grande flèche qui monte vers le haut. Et en 3D. Et il y a certains clients qui proposent ça au début et en fait, on comprend qu'on peut dialoguer et lui expliquer et faire un peu de pédagogie. Et qui comprennent assez vite l'intérêt de ne pas faire une flèche en 3D. Et par contre, il y a d'autres personnes qui restent bloquées sur leurs idées et qui nous considèrent comme des exécutants. Donc ce studio, c'est aussi une façon de pouvoir sélectionner nos clients et de pouvoir faire du bon travail à tous les coups plutôt que de faire des travaux dont on n'est pas fier. Journal des finances, ça c'est une pièce qui est assez ancienne. On l'a fait en début 2009, mais elle est assez évocatrice de la rencontre entre notre travail plastique et notre travail de graphisme. C'est pour ça qu'on a choisi de vous la montrer. Donc c'était dans un contexte de crise financière. On se questionnait pas mal sur le passage du papier à l'écran. C'est un moment où on était étudiant, on a créé une
une petite maison d'édition qui s'appelait les Éditions Extraordinaires, où on faisait du très petit tirage et des pièces uniques. Donc ça, c'est une des pièces uniques des Éditions Extraordinaires. Et en fait, on a sérigraphié avec de l'acide fluorhydrique sur des plaques de verre l'entièreté d'un exemplaire du journal des finances qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, c'est un journal qui est mort. Et l'idée, c'était de graver ces contenus, ces schémas et tout, qui étaient pour nous complètement illisibles. Et en fait, dans un jeu de transparence, ça rend le contenu encore plus difficile à percevoir. On est, au niveau du geste, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on est entre un rapport archaïque à la tablette gravée, avec cette idée d'avoir un texte gravé dans le verre, et en même temps une esthétique un peu futuriste, qui crée un objet proche de l'écran ou de quelque chose d'immatériel. Parce qu'on s'intéresse beaucoup aussi au futur de la presse et des journaux papier, comme on a pu voir un petit peu avec le CNAP et qu'on va voir avec d'autres projets. Ensuite, la prochaine lettre K pour Keta. C'est pas un projet, c'est une personne, c'est notre studio manager qui n'est pas là. Et vous l'avez sûrement déjà vu en photo en bas de notre site. Il est très gentil. Et c'est important pour nous parce que de travailler avec un studio manager, c'est une façon aussi de faire du bon travail. Ça veut dire que ça permet d'avoir une meilleure relation avec nos clients parce que ça les rassure en fait. Ils sont sûrs de pouvoir contacter quelqu'un à n'importe quel moment sans que ça nous empêche de bosser. Parce que on a calculé un petit peu et avant notre temps de travail, c'était 75% de la relation client et 25% de la création. Donc c'est un peu difficile d'arriver à enchaîner les contrats. Et du coup, d'avoir quelqu'un qui parle le langage du client, c'est assez appréciable pour nous. On se rend compte que c'est plus facile même si au rendez-vous, c'est nous qui présentons et qui défendons nos projets, c'est assez agréable en fait pour le client de savoir qu'il peut appeler et être rassuré sur l'avancée du projet quand il veut. C'est qu'on n'a pas accès, on n'a aussi pas accès au même type de contrat quand on est tout seul ou quand on est en studio. En fait, c'est bête, mais on n'a pas la même crédibilité. On s'est rendu compte au moment où on est devenu une structure, même si c'est les mêmes gens qu'il y a derrière et qu'on n'a pas changé notre façon de travailler. Forcément, aux yeux des clients, c'est pas du tout la même chose de faire appel à Charles Beauté et Juliette Goiffon ou de faire appel à Ultragram. On peut on peut être contacté par des plus grosses boîtes où on n'aurait jamais pu mettre les pieds en tant que juste nous ou juste personne. L pour Libération. Rapidement, c'est juste que ces 5 dernières années, on a collaboré régulièrement avec Libération pour la création de mise en page ou de cahiers spéciaux. Je vous montre rapidement quelques projets. Par exemple, ça incluait la commande d'illustration. Là, c'est Simon Roussin, par exemple. Donc, c'était assez intéressant aussi cette relation avec des dessinateurs. Donc on était pas mal spécialisé dans les pages sportives et le détourage. On a aussi créé différentes infographies comme un jeu de loi des promesses tenues et non tenues pendant les 6 premiers mois du quinquennat. Il y a beaucoup de trucs pas tenus. Ça, c'est un aperçu du poste de travail dans Libération. Il faut savoir que c'est un peu les coulisses. Il faut savoir qu'ils bossent sur des logiciels assez particulier, notamment qui s'appelle Méthode, et qui est une vraie plaie. Et du coup, de faire des mises en page dans des trucs comme ça relève de l'exploit. Là, en fait, c'est des logiciels qui sont vraiment optimisés pour travailler très rapidement sur des mises en page standards.
Et généralement, c'est à partir de blocs. Là, on voit que légèrement des blocs de texte avec un contour jaune, mais normalement, quand on commence à travailler, c'est juste des blocs gris. Donc en fait, c'est beaucoup du Tetris avant tout, et dès qu'on veut créer une mise en page un peu particulière, c'est beaucoup d'efforts. Du coup, ça explique aussi pas mal de choses sur les façons dont certains journaux sont mis en page. Là, par exemple, j'ai mis cet exemple parce qu'il était marrant, mais rien que pour intégrer un ballon dans du texte, c'est toute une histoire. M pour météorite. On change de registre. On a travaillé avec le conservateur du musée de minéralogie des mines Paris-Tech, et on a eu la chance qu'il nous laisse mouler une de ces météorites, une de ses plus grosses météorites. C'est un fragment de la météorite de Sikhote-Alin qui fait 150 kg, on ne dirait pas vu sa taille. Et c'est une des plus grosses météorites que l'homme a vu tomber sur Terre. C'était en Sibérie en 1900 quelque chose. 47. Donc là on peut voir les étapes du moulage. Et ça c'est une partie du moule. Et ça c'est notre réplique en cire microcristalline avec son moule. Et on voulait parler de cette pièce parce qu'elle est assez révélatrice de notre façon de travailler. Ça veut dire qu'on aime bien créer des éléments qu'on vient réutiliser dans différentes installations. Et en ça, c'est assez proche d'une logique qu'on peut avoir en tant que designer graphique. C'est qu'en tant que plasticien, on aime bien créer aussi des systèmes qui peuvent être réutilisés, modifiés et améliorés petit à petit, plutôt que de créer, comme d'un côté on ne crée pas un logo fixe qui ne va jamais évoluer, ça ne nous intéresse pas, on crée très peu de sculptures ou de pièces fixes qui sont vouées à rester telles quelles. En fait, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'à la base, on voulait mouler cette météorite pour une exposition, et que le conservateur nous a dit d'accord à une condition, c'est que vous m'en fassiez un, que je puisse montrer dans ma collection. Parce que celle-ci est trop lourde et que j'ai des jeunes publics et que c'est trop dangereux quand ils la touchent, etc. Et en fait, nous, on a trouvé ça hyper intéressant par rapport à notre démarche de faire la même pièce qui soit montrée de la même manière au musée de minéralogie ou dans une exposition d'art contemporain. Et puis petit à petit, en fait, cette météorite, on l'a réutilisée dans différentes installations. C'est ce que Charles racontait. Elle était une fois posée, elle a été présentée au tout début, exactement de la même manière que dans le musée, c'est-à-dire qu'on avait reproduit, c'est un musée qui a gardé le mobilier d'origine, donc c'était sur un vieux socle avec un tissu en velours et puis il y avait un yucca derrière. Donc on a racheté le même yucca, le même tissu, etc. Donc c'était dans une galerie d'art contemporain, mais c'était vraiment la réplique exacte de celle du musée. Puis on l'a présentée une fois dans une galerie avec son moule, une fois comme si elle venait de tomber du ciel, et puis elle a fini dans cette installation-là où elle tourne sur elle-même. On lui a plugué un petit moteur qu'elle tourne. Elle, on n'a pas trouvé. Du coup, on passe à O. Origine super condensed. C'est la typo qui nous fait mal aux yeux en ce moment. Et c'est une typo qui, à la base, c'est pas du tout nous qui l'avons créée. Je précise tout de suite, qui à la base a été dessinée par Jean-Baptiste Levé de la fonderie Production Type pour les magasins Casino. Carrefour, pardon. Je ne veux pas acheter. Carrefour, parce qu'en fait, il y a une loi qui est passée obligeant les supermarchés à afficher l'origine des fruits et légumes dans le même corps de typo que le prix. Du coup, ils ont été obligés de créer une typo super condensée pour pouvoir l'afficher en tout petit à côté du prix et que le prix reste l'élément principal des étiquettes. Et nous, c'est une typo qu'on aime bien parce qu'elle a été créée pour quelque chose d'extrêmement utilitaire à la base et qu'on peut facilement la détourner pour
d'autres types d'utilisation. Donc là, par exemple, dans le graphisme en France, on l'a pas mal utilisé. Et je vous parle de cette typo aussi parce que là, c'est Jean-Baptiste Levé, la production type. C'est une production type, c'est une fonderie qu'on apprécie beaucoup. On utilise beaucoup de leur typo. Les premières fois qu'on a vu certaines de leurs typos, on s'est dit on déteste, jamais on les utilisera. Et certaines sont assez disgracieuses à première vue, ou un peu étranges ou difficiles à utiliser. Et en fait, c'est vraiment dans l'usage qu'on se rend compte qu'elles peuvent être vraiment intéressantes. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, sur son site, il y a des versions de démos téléchargeables de toutes ces fontes. Aparté terminé. Poésie. On a travaillé depuis 1 an et demi, on travaille pour le premier éditeur de poésie numérique en France. Gros chantier. Parce qu'il faut savoir que le marché de l'édition de poésie, on ne peut même pas appeler ça un marché parce qu'il y a un chiffre d'affaires qui est en dessous de 0 à peu près. Et du coup, ça fait que c'est très très difficile de sortir un livre de poésie en papier parce que ça n'a pas de modèle économique et que ça va forcément être fabriqué à perte. Et donc il y a beaucoup de poètes qui ne sont pas publiés à cause de ça. Et donc lui, son idée, c'est de créer des livres de poésie en version e-book et PDF et mobile. Et il les vend sur son site et ça marche plutôt bien. Donc on a travaillé sur le design du site internet et des collections de livres avec une autre graphiste, Sophie Kerr. Donc le site internet, on s'est amusé aussi à créer un site qui rappelle à la fois les blueprints des premiers types de photocopies et une esthétique un peu Minitel. On a utilisé, c'est quoi les types de nom qu'on a utilisé? FF Basic Gothic et Mignon. Là, c'est les couvertures des e-books qui sont ici. Et donc, on a aussi créé des illustrations pour les e-books. Quote, alors là, on a mis une citation. Une citation, je sais pas si tout le monde comprend l'anglais, je pense. Non. Une traduction rapide, mais c'est une citation qu'on a lue dans un magazine et qui correspond parfaitement à notre philosophie du travail, donc on a décidé de la mettre. Donc en gros, faire quelque chose par soi-même, c'est faire sans invitation extérieure, sans structure ou sans ressources conventionnelles. On n'a pas besoin d'invitation pour lancer un magazine ou un lieu d'exposition. Les projets qui naissent à contre-courant sont les projets les plus forts. On a montré ça parce que nous, on a toujours travaillé pas seul, parce qu'on aime bien être entouré, mais sans s'épuiser à faire des dossiers de demande de subventions, de résidence, etc. Et c'est possible, en fait, il faut juste avoir un peu d'énergie et y croire, et voilà. C'est aussi c'est pas juste une philosophie, c'est vraiment une façon de faire, et ça se ressent après dans les structures qu'on a créées. Je sais pas. Que dire de plus, en fait? Tu veux dire autre chose? Non, je vais là, ça va aller plus vite, à la fin, c'est Research Center. C'est des photos d'atelier. C'est des photos de notre atelier de plasticien, qu'on passe assez rapidement. Mais on montre ça parce qu'on aime bien, dans notre travail autant plastique que graphique, travailler dans une sorte de... sous forme un peu du laboratoire, on n'arrête pas d'essayer des nouvelles choses avec des nouveaux matériaux ou des nouveaux logiciels pour le graphisme. Et ça fait vraiment partie de notre pratique.
D'ailleurs, on pense transformer notre pratique et notre nom d'artiste en plutôt une sorte de centre de recherche, mais c'est un travail en cours. Je ne peux pas trop encore en parler dans les détails. Donc ça, c'est à peu près à quoi ressemble notre quotidien. Stravic.fr, on parlait de structures montées sans financement, c'est un bon exemple. Ça, c'est un site de théorie du design qu'on a monté avec plusieurs agrégés de design, Tony Combe, Edith Hallowell et Caroline Bourbeau. Et c'est un site qui fonctionne par dossier, dont l'idée de ce site, c'est de croiser en fait les disciplines du design, de vraiment mélanger des articles qui sont plutôt pour des graphistes, d'autres plutôt pour des paysagistes, de l'architecture, autour de thèmes qui peuvent intéresser toutes ces disciplines. Par exemple, là, c'est un dossier qui s'appelle « À la mesure du corps ». Et vous pouvez voir un petit peu tous les articles qui sont dedans. Et l'idée, c'est, on a aussi fait un dossier sur le design et l'espace. Et à chaque fois, en fait, on travaille avec des gens qui sont assez spécialisés, en leur demandant d'écrire des articles qui puissent intéresser toutes les disciplines du design. On a, par exemple, pour cette saison sur l'espace, on a travaillé avec un spécialiste au Centre spatial européen en packaging de l'espace. C'est-à-dire que son métier, c'est de créer des packagings pour les satellites, pour pas qu'ils soient endommagés par des mini-météorites ou des rayons ultraviolets. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment que des graphistes soient intéressés par ce genre d'articles, ou des illustrateurs sont inspirés par des architectes, etc. On a aussi une partie bibliothèque où on recense pas mal de livres qui sortent sur ces sujets. Et on travaille beaucoup avec des illustrateurs aussi. Là, par exemple, il y a Clément Port, Marion Fayolle et Vincent Broker, parmi pas mal d'autres. Et ça nous intéresse vraiment, ces collaborations. Puis ça permet aussi de rendre, parce que souvent c'est des articles dont certains sont assez longs, parce que c'est souvent écrit par des universitaires. Et du coup, on aime bien trouver des façons de les mettre en page de manière extrêmement simple, mais que ça reste lisible pour des gens qui sont pas théoriciens. On travaille pas mal sur régulièrement sur l'identité de la revue. Ça, par exemple, c'est pour des événements qu'on organise régulièrement à la Gaieté Lyrique, des sortes de tables rondes sur des sujets divers et variés. On essaie de chercher en fait souvent des sujets assez bizarres, assez étonnants. Là, par exemple, une des dernières qu'on a fait, c'était sur les algues. Et les gens étaient très méfiants au début, en disant qu'est-ce qu'on allait pouvoir dire sur les algues. Et en fait, on a trouvé des invités vraiment intéressants. Il y avait notamment une architecte qui travaille uniquement sur des bâtiments bioénergétiques, en fait, avec des parois qui contiennent des sortes d'aquariums. Toutes les parties en verre du bâtiment, en fait, seraient des cultures d'algues. Et ils ont commencé à créer leur premier bâtiment comme ça. Et on a invité par exemple une photographe qui crée des clichés à partir de micro-algues, en fait, qui développait ces clichés avec des algues. Et du coup, ça donne des images vraiment étranges. Et aussi, on fait régulièrement des workshops dans les écoles d'art appliqué, en travaillant avec les étudiants à l'écriture d'articles autour du design et à la façon de les mettre en page pour le web. Top 100, ça c'est une installation qu'on a choisie aussi pour son rapport avec le graphisme. C'est une collection de plaques de laiton qu'on a gravées des pages d'accueil des 100 sites internet les plus visités. Donc c'est quelque chose qu'on avait fait en 2012 et qu'on vient juste de refaire cette année.
Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les plaques de Pionir, c'est des plaques qui ont été envoyées dans l'espace en 72 et 73 à destination de potentiels extraterrestres, où les graphistes ont travaillé avec des sémioticiens. C'est un gros travail pour arriver à résumer en un dessin l'histoire de l'homme et du système solaire. Et ça a été gravé sur des plaques qui ont à peu près ce format-là. Comme témoignage de la Terre si elle venait à disparaître. Et donc là, on s'est dit en fait comment laisser un témoignage d'Internet si ça venait à disparaître aussi complètement, puisque c'est quelque chose qui évolue de manière très rapide. Et on a fait ce classement des 100 plaques qui sont présentées toujours de cette manière-là. Donc c'est un peu comme les cartes en fait, il y a pas mal de niveaux de lecture, c'est assez révélateur quand on rentre un peu dans la comparaison entre les plaques, c'est assez révélateur de faits à la fois démographiques, sociologiques, parce qu'il y a par exemple, je sais pas, dans le classement il doit y avoir une dizaine de sites chinois, de sites indiens, des sites russes, plein de sites en fait qu'on ne connaît pas du tout. On se rend compte de la présence de Google, puisqu'il y a 9 plaques, je crois. 9 Google, puisque les Google sont par pays. Donc il y a le google.com qui est le premier. Et puis ensuite, il y a 7 ou 8 autres plaques de Google dans le classement. Les films porno, enfin les sites porno, c'est assez révélateur de ce que les gens cherchent. Ensuite, Value Stream Mapping, c'est une pièce qu'on a créée et on voulait en parler parce que c'est un travail qu'on continue. À la base, c'est pour une exposition qu'on a fait au musée des Beaux-Arts l'année dernière, c'est ça. Et Value Stream Mapping, c'est un terme de management et c'est une théorie qui explique en fait que pour avoir une entreprise efficace, il faut qu'il n'y ait aucun point de rétention entre la source et la production du produit. Donc à tous les niveaux, autant production dans l'usine que production de savoir chez les employés. Donc on a créé cette rivière sur table qui coule en continu d'un côté à l'autre de la table. Et autour de ça, en fait, c'est qu'une pièce parmi un ensemble, et on va continuer une série d'expositions en 2016 autour de ça. On s'intéresse beaucoup aux travailleurs du futur, à comment les gens vont être de moins en moins salariés, de plus en plus travailler en tant qu'indépendants, et qu'est-ce que ça convoque. Et donc là, c'est quelques images des pièces de ces expositions. On n'a plus beaucoup de temps, donc je ne vais pas toutes les commenter. On peut parler de ça, ça s'appelle Management thermique. C'est aussi une pièce sur table. Et là, en fait, on a fait des sérigraphies avec des pigments thermosensibles. Donc, c'est des pigments qui disparaissent quand ils sont chauffés et qui réapparaissent quand ils sont déchauffés, quand ils sont refroidis. Et donc c'est des spots qui sont montés sur un relais temporisé, donc qui s'allument et qui s'éteignent de manière plus ou moins aléatoire et qui viennent créer sur la table ces halos lumineux, donc qui disparaissent, qui réapparaissent, qui se superposent pour créer des jeux d'éclipses. Voilà. 3W, c'est juste les adresses de nos sites si vous voulez aller voir. Et XYZ, on n'a pas trouvé, c'est fini. Bravo. Vous avez des questions? Je fais passer le micro. Ouais.
Il y en a qui ont des questions. Parlez fort, Marie. Moi j'avais une question, c'était par rapport au projet High Fidelity. En fait, je me posais la question, comment vous en êtes arrivé à créer une forme plutôt rectangulaire? Parce que pour moi, la musique, ça évoque plus l'onde, quelque chose de pas forcément linéaire. C'est pas. Enfin, l'onde. En fait, on peut pas. C'est difficile de réduire la musique à un type de forme. Et nous, ce qui nous a intéressé avec cette forme rectangulaire, c'est aussi de parler de la structure. Lui, Mathieu Pinsard, le directeur de High Fidelity, c'est pas un musicien, c'est quelqu'un qui a une boîte qui gère des artistes. Donc c'est quelqu'un qui fait tout pour que les artistes, en fait, qui prend avec lui, qui prend sous son aile, ils deviennent, des artistes connus et que ça fonctionne pour eux. Donc un des jeux possibles avec ce type de logo, c'est que ça crée la plupart du temps une sorte de podium, de sorte de marche en fait qui permettent de progresser. Et en fait, on peut imaginer, il n'avait pas encore le budget pour ça, mais que ce logo devienne un logo qui fonctionne aussi en animation, donc avec des choses beaucoup plus souples, où les formes pourraient se rentrer les unes dans les autres plus ou moins. Et ouais, du coup, le rapport à la musique, c'est pas, enfin pour nous, c'est pas forcément un truc ouais, ondulatoire. En fait, on aurait utilisé une onde, par exemple, pour une marque pour Sonos, par exemple, ou une marque de haut-parleurs, de hi-fi, où là, il y a vraiment ce rapport à l'onde de la musique. Mais sinon, enfin, dans nos projets, on essaye de pas trop partir de formes prédéfinies, en fait, de vraiment faire table rase et d'essayer de voir, en discutant, c'est hyper important pour nous, les moments où on discute avec le client, et voir qu'est-ce qui à ce moment-là ressort de la collaboration. D'autres questions? J'ai remarqué que dans la plupart de vos projets, vous utilisez toujours un bleu électrique, un bleu plein, mais pourquoi? Je sais pas si c'est une volonté ou... Plus tard, quelques-uns. Oui, ça c'est là, par exemple, ça revient ici. En fait, c'est le bleu, ça peut avoir plusieurs. C'est à la fois le bleu de l'encre, un bleu qui est en Pantone qui est assez dense, et le bleu de l'écran qui est une des couleurs les plus pures que tu peux avoir sur un écran. Et du coup, ça fonctionne. On n'utilise pas que du bleu, mais dans plusieurs de nos projets, ça a bien fonctionné. Parce que même la typo aussi dans le graphisme en France, c'est en bleu, en noir. Ça dépend, pas le même bleu, ça dépend des articles, mais c'est un bleu qui est presque noir en fait dans le graphisme en France, c'est pas le même bleu. Là, dans le graphisme en France, c'était aussi par rapport parce qu'on a beaucoup consulté des magazines 1910-1920 et on voulait retrouver la même teinte parce qu'il y en a plusieurs types de magazines qui étaient imprimés dans un bleu très foncé. Ils imprimaient assez rarement en noir. Au début, c'était soit un bleu foncé, soit un brun un peu sépia, ou soit des fois dans le même magazine un mélange des deux, varié. Peut-être qu'ils trouvaient ça plus, moins austère que d'imprimer tout en noir et blanc. Et du coup, c'était cette référence-là, dans ce cas-là, qui nous a convaincus. Et aussi le fait que dans la trichromie, d'avoir un bleu très foncé, ça permettait aussi de se rapprocher du noir et de créer sans être un noir basique, et de créer des nuances de couleurs. Là, cette image-là, toutes ces reproductions-là, elles sont reproduites en trichromie, et quand on les voit, en fait, ça crée une qualité de couleur différente de ce qu'on peut avoir en quadrille. Une autre question? Je voulais savoir comment vous avez fait pour la rivière sur la table. Techniquement, comment on a fait, c'est pas très... C'est une pompe d'aquarium. Il y a un tuyau qui passe sous la table. Et puis pour dessiner pour faire le dessin du ruisseau, là, on a utilisé un produit hydrophobe qui repousse l'eau tout autour. Du coup, elle suit tout le temps exactement la même courbe. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant quand on le voit, parce que la table est vraiment droite. En fait, elle est penchée d'à peine 1 degré.
On a une variante aussi de cette pièce où dans les musées, il y a souvent des déshumidificateurs d'air. Je ne sais pas si vous voyez ces espèces de gros blocs qui servent à empêcher l'humidité et les dessins de quoi ? D'abîmer les dessins et les peintures. Et en fait, on a posé un déshumidificateur au milieu d'une galerie et il y a un dessin de flaque, pareil, un peu archétypal au sol. Et du coup, on a percé le déshumidificateur, donc il récupère l'humidité ambiante et ça coule dans la flaque, donc ça vient dessiner une flaque au milieu de la pièce. J'ai une question pour savoir comment vous avez fait le Google Street View. C'est un programme. Non, on a tout fait nous-mêmes. On a fait ça à l'ancienne. On a fait des captures d'écran. Bon, c'était en 2012. Hein. Non, mais en fait, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que c'est assez révélateur du type de questions qu'on se pose au quotidien. C'est que là, au moment de récolter ces informations, on s'est dit on a le choix. Soit on prend 2 semaines parce que les données de Google, certaines sont accessibles, mais c'est un langage de programmation un peu particulier. Je pense qu'il n'est pas non plus ultra complexe. Mais nous, j'ai évalué que ça nous aurait pris à peu près 2 semaines, ou soit 1 semaine et demie pour zoomer à fond sur toutes les cartes. Quand on prend le petit bonhomme Pegman, ça survole en fait tous les passages des Google Cards. Et du coup, on a fait peut-être 10 000 captures d'écran, et on a fait un puzzle géant pour recomposer ça. Et une fois qu'on a tout recomposé, il a fallu séparer le bleu du reste des cartes, c'était horrible. Mais en fait, c'est une façon de travailler qu'on aime bien aussi, c'est qu'on aime bien faire les choses de manière assez en amateur. Ça permet aussi par accident de découvrir des façons de produire des pièces, par exemple, ou même du graphisme. Et parfois, ça crée des formes. Et puis, en fait, le fait de faire ce puzzle géant, ça nous a obligés à aller vraiment zoomer à fond sur tous les endroits de la carte et on a découvert des trucs hyper bizarres. Ouais, en fait, en parallèle, on a produit une vidéo qui était présentée dans la même expo qu'on n'aurait jamais produit si on n'avait pas fait ça nous-mêmes, parce que là, on se disait, voilà, c'est quoi cette route qui passe au milieu de nulle part, et on passait 1 heure à suivre la route et à faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait si ça n'avait pas été fait à la main. Et la vidéo, c'est comme c'est une vue comme sur un jeu vidéo de voiture, sauf que ça avance que sur des routes qui mènent nulle part. Et en fait, toutes les images des routes sont les unes après les autres, donc c'est une route unique qui est le mélange de toutes les routes qui mènent nulle part. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Vous avez présenté au début, c'est comment vous avez fait pour qu'elle disparaisse et qu'elle se devienne brumeuse? Alors, la brume, c'était pas prévu. Ça s'est fait comme ça. Il faut savoir que à chaque fois qu'on la montre, elle fait un truc différent selon la température, selon le dosage, parce que c'est pareil, c'est fait un peu en amateur, donc on maîtrise pas complètement le processus. Ça fond parce que il y a plusieurs versions, mais celle-là, elle était en gélatine. Donc la gélatine, ça fond naturellement dans l'eau au-dessus de 25 degrés. En quelques semaines en général. Une fois, elle a disparu parce que le gardien de l'exposition a cru qu'il y avait un problème, justement à cause de la brume. Il a voulu nettoyer l'aquarium. Il a voulu nettoyer l'aquarium. Et en fait, c'est un truc hyper instable. L'idée, c'est que ça fasse comme un hologramme. Enfin, là, on a l'impression que c'est très opaque. Mais en vrai, selon les points de vue où on se place, on la voit à peine. Et donc, il y a cette brume qui s'est formée. On trouvait ça génial parce que c'était une autre manière de la faire disparaître. Et le gardien a paniqué. Il s'est dit, oh là là, faut que je lave l'eau. Et en fait, il a tout détruit. C'était la veille de son départ en retraite. Je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Mais en fait, sur le moment, les commissaires de l'expo nous ont appelés en disant catastrophe, on a tout cassé, faut faire jouer votre assurance et tout. Et puis, une demi-seconde, on s'est dit ça craint. Puis après, en fait, on s'est dit c'est trop drôle qu'elle disparaisse comme ça, qu'elle soit née d'une erreur humaine et qu'elle disparaisse par une autre erreur humaine. Donc on lui a dit
laissez-la flotter n'importe comment au milieu de son truc. Mais c'est, pour répondre à ta question, c'est fait en gélatine. Il y a 2 versions. Et enfin là, cette version, c'était en dessous, c'était un sirop de sucre. Donc c'est un sirop qui est très dense et qui permettait à la gélatine d'être posée dessus sans couler. Et puis au-dessus, c'était de l'eau. Et les deux, et petit à petit, le sirop de sucre se mélangeait à l'eau. Donc c'est ça qui faisait la brume. Et dans la deuxième version, là, en fait, ça devait tenir 3 mois. C'était une expo qui durait 3 mois. Donc on a remplacé le sirop par de l'agarose. C'est un genre d'agar-agar, c'est pareil, c'est un gélifiant À base d'algues. à base d'algues. Et en fait, on a remplacé pour que ça dure 3 mois parce que le sirop de sucre, le principal problème, c'est que ça fermente au bout de quelques jours. Ah ouais, ça Et- fait des bulles une fois. Et du coup, ça crée de l'alcool dans le corps humain. Mais moi justement aussi par rapport à tout ça, il y a plein de matériaux, il doit y avoir des... enfin je sais pas comment vous êtes au courant de, je sais pas, des matériaux pour faire les vitres, des choses comme ça, toutes les recherches, la gélatine, enfin... Bah, c'est Une Internet. réponse visuelle. C'est les tutoriels. Ouais, c'est ça. Très faisant. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, on passe vraiment beaucoup de temps à chercher des matériaux ou des tutoriels sur YouTube aussi. Et sur YouTube, on peut apprendre à fabriquer n'importe quoi, souffler du verre, fabriquer des bombes artisanales et expliqué par des gamins de 10 ans la plupart du temps. Et on passe beaucoup de temps à regarder des tutoriels YouTube par des enfants belges populaires. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on avait cette entrée de chercher des matériaux étranges. Et puis sur Amazon, en fait, ils ont des algorithmes pour un peu prédire nos envies par rapport au type de trucs qu'on achète. Et sur Amazon, on achète toujours des trucs qui n'ont pas de sens les uns par rapport aux autres. Donc en fait, on s'est mis à avoir des recommandations pour des faux ongles, des gimbals, des trucs complètement bizarres qui n'avaient pas... Enfin, ça c'est une recommandation d'aujourd'hui, on a eu bien pire. Mais Stigler et les gimbals, c'est pas mal. C'est pour une expo. Mais en vrai, on travaille sur des gimbals. Pour s'asseoir, pour pas avoir mal au dos. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci.